docteur Claudia est déjà avec nous. Donc, on va attendre que les autres personnes se connectent et on commencera du coup le webinaire. Mais en tout cas, on a hâte de t'entendre, docteur. C'est le tout premier épisode du coup de ce webinaire. Donc, on espère que ce sera un succès et qu'il y en aura de nombreux autres à venir. Oui. J'espère aussi. Donc aujourd'hui, on parlera nutrition, hormones, donc quel régime adopter et alimentaire adopter dans ce cas-là. Ok, et on va démarrer et puis les personnes nous prendront au fur et à mesure. Donc bonsoir à toutes. Pratiquement, je pense que je vois que des noms de femmes. Bonsoir à toutes et à tous, au cas où des hommes seraient présents parmi nous. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire numéro 1 de Larush Health. Donc, nous avons décidé de lancer cette série de webinaires afin de pouvoir sensibiliser un maximum de femmes sur les questions de santé, des santé qui touchent à la femme. Et pas parce que quand on parle de santé de la femme, souvent on associe à la gynécologie, ce qui est très important aussi, mais il y a d'autres sujets qui vont toucher la vie des femmes, que ce soit la nutrition, la dermatologie, la naturopathie. Bref, tous les domaines de la médecine sont pensés également pour la santé de la femme. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Dr Claudia Abeng, qui est parmi nous ce soir. Donc moi, pour me présenter, donc je vais assurer la modération. Je suis Sophie Tal, Growth Manager chez Larush Health. Et donc j'ai le plaisir de pouvoir modérer cet échange avec Dr Claudia ce soir. Donc ce sera un webinaire assez interactif. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Il y a Aïchatou Sangare qui est Community Manager chez Larush Health qui va s'occuper de collecter toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. On veut vraiment que vous quittiez ce live en ayant, en tout cas, je dirais pas plus aucune interrogation, mais que vous en ayez levé la plupart. Donc vraiment, n'hésitez pas à intervenir. On va parler de différents sujets, de la nutrition, du coup, comme je disais, chez la femme. Comprendre déjà qu'est-ce que sont les hormones, à quoi est-ce que ça sert et comment chez la femme les hormones ont un rôle particulier. On va rentrer dans le mécanisme des hormones. On va parler aussi des troubles qui vont causer du coup des déséquilibres hormonaux, qui vont être par exemple les cycles irréguliers, les douleurs pelviennes, la prise de poids aussi, très important la prise de poids. Et on finira par des solutions concrètes. Donc on va avoir des exemples de repas à adopter du coup dans son quotidien pour pouvoir avoir des hormones équilibrées, être en pleine santé et pouvoir atteindre son plein potentiel au sens large. Voilà un peu pour la petite introduction. Donc maintenant, je vais laisser Dr Claudia Abeng se présenter. Donc c'est une de nos docteurs du réseau Larush Health que j'aurai l'occasion de présenter plus tard. Mais pour l'instant, place à Dr Claudia. Donc docteur, je te laisse la parole pour te présenter. Ok, bonsoir Sophie, bonsoir à toutes. Alors, je trouve le chat trop calme. Du coup, j'aime pas quand le chat est trop calme. Est-ce que vous pouvez juste mettre je ne sais pas si c'est possible de voir le chat, ok? Juste mettre un en commentaire si vous allez bien. Vous mettez juste la ville ou le pays où vous êtes. Voilà, ça nous permettra de savoir un peu qui nous suit et d'où. Je suis contente de pouvoir participer ou co-animer ce webinaire. Je suis, comme Sophie l'a dit, Dr Claudia. Je suis médecin nutritionniste et je suis une grande passionnée de la nutrition, du bien-être. Je suis spécialisée dans les hormones, dans la nutrition hormonale, dans la neuronutrition, c'est-à-dire la nutrition du cerveau. Et depuis plusieurs années, mon combat, c'est d'aider les femmes en tout cas les Africains en général, les personnes à retrouver le bien-être. Donc voilà, salut Iris, salut Sophie, salut à tous, salut Aïchatou, salut Oriane, salut Lavinia, salut Claire, salut Nathalie, waouh, Yaoundé, Abidjan. Wow, super, bonsoir Docteur Sandrine, bienvenue. Donc voilà, c'est un peu ça qui je suis. Je suis entrepreneur, je suis auteure, je suis formatrice. Et surtout, ma passion, c'est vraiment de pouvoir en
Merci beaucoup, docteur. Alors, eu un petit souci dans les invitations. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'appeler Sofital parce que c'est moi qui ai partagé mon lien. Mais n'hésitez pas à vous renommer. Comme ça, on saura un peu les prénoms de tout le monde. Mais non, c'est pas moi qui me suis dédoublée en 5, mais c'est juste un petit bug. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renommer. Ok. Donc, merci beaucoup, docteur, pour ta présentation. Vraiment, comme je disais, on est très content du coup de pouvoir faire ce live avec toi parce que c'est une des médecins les plus actifs sur la plateforme, qui a le plus de rendez-vous, parce qu'elle fait du coaching en nutrition. Enfin, elle aura l'occasion de nous en parler et il y a vraiment d'excellents résultats, d'excellents retours. Donc, on a voulu que le plus grand nombre puisse bénéficier de son savoir, en tout cas le temps d'une soirée. Alors, on va débuter et entrer dans le vif du sujet. Est-ce que, bon, déjà, on a parlé de deux thèmes. Donc, sur le flyer, il y avait écrit, tu as essayé de perdre du poids à plusieurs reprises, mais tu n'y arrives pas. Donc ça, il y a beaucoup de femmes aussi, docteurs, qui sont dans ce souci un peu constant de vouloir maintenir un poids ou qui essayent de perdre et ça fonctionne pas forcément. Et est-ce que ça peut être aussi lié à l'âge? Il y a différentes causes. Et peut-être pour planter le décor, on va peut-être lancer un sondage. Et dans le sondage, on va mettre, est-ce que vous avez déjà eu des difficultés à perdre du poids? Donc, je lance le sondage et voilà, n'hésitez pas à y répondre, qu'on puisse savoir si c'est un souci qui touche beaucoup de personnes ou non. Donc là, vous avez normalement les questions qui sont affichées. N'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous voyez tous le sondage? Ah, c'est bon, je vois des réponses qui commencent à arriver. Attendez, je relance le sondage. Pardon, c'était pas la bonne question. Les aléas du direct. Donc, c'est ce sondage-là, excusez-moi. Donc, avez-vous déjà des difficultés à perdre du poids? Oui, non. Et on a parlé également de pathologies en particulier, donc SOPK, endométriose, fibrome, adénomiose. Est-ce que vous connaissez, voilà, du coup, ces pathologies-là? On va voir, du coup, faire planter un état des lieux, planter le décor pour que le docteur puisse, du coup, adapter son discours. Alors là, je commence à voir les réponses. On a quand même 89% des femmes qui s'expriment et qui disent que oui, elles ont eu des difficultés à perdre du poids. 11% seulement qui dit non. Donc là, on a 9 réponses. On va laisser un petit peu le sondage tourner. 11 réponses. Donc là, maintenant, on est à 73% pour les difficultés à perdre du poids. 75%. Je vais laisser encore quelques secondes et après, on arrêtera le sondage pour pouvoir commencer. Donc, on voit quand même au vu des premiers résultats que c'est un souci majeur qui est la perte de poids. Est-ce que dans ta pratique quotidienne, docteur, c'est une question qui revient souvent, j'imagine, pour une nutritionniste? Oui. La perte de poids, ça concerne beaucoup les femmes, plus que les hommes ou Les femmes. 80. En tout cas, celles qui viennent des femmes. Ok, très bien. Donc, je vais arrêter le sondage et vous partagez les résultats, comme ça on pourra les regarder tous en direct. Vous voyez les résultats? Oui. Donc, sur la question, avez-vous déjà eu des difficultés à perdre du poids? On voit qu'en majorité, à 75%, les femmes ont répondu oui. Donc, il y a vraiment eu des difficultés à ce niveau-là sur la perte de poids pour les femmes. Et quand on parle de pathologie, on va dire gynécologique, le SOPK, 64% des femmes en ont déjà entendu parler. Donc, bon, c'est plus de la moitié, mais quand même, ça reste la sensibilisation, du coup, reste encore à faire. L'endométriose et les fibromes, 73% quand même. Donc, on voit que là, il y a un gros travail qui a été fait et que les femmes sont de plus en plus sensibilisées à ces pathologies-là. Et en dernier lieu, l'adénomiose. L'adénomiose, cette fois, on a 45%. Donc, encore assez méconnu, malgré le fait que ce soit assez répandu quand même dans la population, mon docteur. Oui, effectivement. Ok, d'accord. Donc, on a bien compris du coup que les difficultés à perdre du poids, ça a touché quand même une grande majorité des femmes, 75%. Et au niveau des connaissances des pathologies gynécologiques qui peuvent avoir une incidence du coup sur la perte de poids, on voit que l'endométriose et les fibromes sont quand même connus, 73%. Pour le SOPK, un peu plus de la moitié, 75%. Et l'adénomiose, on est en dessous.
Du coup, ce sera des thèmes qu'il faudra préciser, j'imagine, par la suite, docteur, euh, pour expliquer du coup à nos participantes. Ouais. Alors, maintenant, docteur, donc on parlait de la perte de poids. La perte de poids, il peut avoir différentes causes pour le fait que ce soit difficile. Est-ce que tu peux nous parler des différentes causes en question? Oui, voilà. Et avant de parler des différentes causes, je vais un peu aussi parler des hormones parce que justement, les principales causes sont hormonales, mais je crois que c'est important qu'on comprenne les hormones. Et je sais que généralement, dans la croyance populaire, quand on parle d'hormones, on voit beaucoup plus les estrogènes, la progestérone. En tout cas, on voit beaucoup plus les hormones féminines ou les hormones sexuelles. Mais il faut savoir que les hormones, c'est vraiment, on va dire, dans pratiquement toutes les parties du corps, on a des hormones. Le fonctionnement du corps en général est hormonal. Et que quand on parle d'hormones, ce n'est pas que les hormones sexuelles, bien juste les estrogènes et la progestérone. Les hormones, c'est un peu comme ce sont des messagers, pas un peu comme, ce sont des messagers, un peu comme qui doivent livrer un colis, différents colis. Okay? C'est comme s'il y a un lieu, un endroit central, là où il y a tous les colis à livrer dans toutes les parties du corps. Dans les parties du corps, c'est un peu comme les quartiers, les zones. Et maintenant, les hormones, c'est ces livreurs-là qui prennent les colis pour aller livrer à chaque partie du corps, à chaque quartier, ou à chaque personne qui a passé la commande et qui vont inciter une action. Okay? Par exemple, quand on vous livre, c'est parce que vous avez commandé une chaussure, bah, vous allez porter vos chaussures, etc. Donc, c'est un peu ça, les hormones. Les hormones, en gros, ce sont des messages, ce sont des livreurs qui vont aller transmettre des colis. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça? Comme j'ai dit, le fonctionnement du corps est essentiellement hormonal. Et surtout quand on parle du gras. Okay? Je vais voir si je peux partager mon écran. Oh, super. Ok. Super, je peux partager mon écran. Alors, on va me dire si on voit mon écran. Pas encore. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Super. Donc, les hormones, en fait, vont diriger pratiquement tous les éléments du corps. Que ce soit le métabolisme, c'est la façon de brûler ou stocker l'énergie. Beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui qu'on perd du poids parce qu'on mange moins de calories ou bien parce qu'on brûle moins. En réalité, ce sont les hormones qui disent au corps quand brûler, quand stocker, quelle quantité brûler, quelle quantité stocker. Ce sont les hormones en fait qui régulent la faim et les envies alimentaires. Okay? Donc, quand vous mangez beaucoup, que vous mangez moins, c'est à cause des hormones. Okay? Il y a des hormones qui poussent à manger, il y a des hormones qui poussent, on va dire, à moins manger. Okay? Le stockage des graisses, où et comment et quelle quantité, c'est les hormones qui le disent. Okay? L'énergie, beaucoup parmi vous, en fait, les femmes aussi, même dans mes consultations, et moi-même y compris avant, on lutte avec la fatigue. Une fatigue qui ne part pas même quand vous vous reposez, même quand vous prenez des congés, même quand vous essayez de bien dormir. Okay? Souvent, c'est hormonal. Le sommeil est régulé par des hormones, notamment la mélatonine. C'est juste pour vous dire qu'en fait, les hormones, c'est capital, c'est essentiel pour les hommes en général et surtout les femmes en particulier. Donc, les hormones dans la prise de poids. Une des choses qui bloque la prise de poids, c'est les hormones. Parce que quand on veut perdre du poids, on se focalise plus sur les calories, alors que les calories, comme je l'ai dit au départ, sont gérées par les hormones. Ce sont les hormones qui disent en fait quelle quantité de calories prendre et quelle quantité de calories. Donc, quand vous avez par exemple l'insuline, c'est l'hormone qui va dire en fait à votre corps de stocker du gras. Donc, si vous avez un problème avec votre insuline, qu'est-ce qui va se passer? Vous résistez, vous stockez du gras et vous avez les fringales, c'est-à-dire les envies de manger incontrôlées, par exemple les envies de sucre. L'autre hormone dans la prise de poids, c'est le cortisol. Vous stressez beaucoup, quand c'est trop élevé, vous allez prendre du poids et surtout au niveau du ventre. Okay? Pareil pour les œstrogènes ainsi que d'autres hormones. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on ait du mal? Premièrement, parce que notre corps n'arrive plus à bien métaboliser ou à gérer le sucre. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et ce n'est pas que quand on est diabétique qu'on a ce problème. Okay?
L'autre chose, c'est que vous avez une inflammation chronique, ça veut dire que vous avez plein de toxines qui sont accumulées dans votre corps, notamment dans votre système. L'autre problème, ça va être la rétention d'eau et d'autres déséquilibres hormonaux. Au-delà de l'insuline, si par exemple vous avez un problème de thyroïde, si par exemple vous avez beaucoup trop d'œstrogène, etc., vous allez avoir du mal à perdre du poids. Okay? Donc Sophie, je pense que j'ai fait le tour sur cette question. Donc voilà un peu d'entrée de jeu, ce qui va vraiment bloquer la perte de poids. En général, c'est tout ce qui va tourner des hormones qui empêchent les femmes surtout de perdre du poids. Ok, très bien. Mais c'est bien que tu nous aies bien expliqué le rôle des hormones qui sont comme des messagers dans le corps qui doivent du coup délivrer un message à certaines parties. Et tu nous as donc expliqué qu'il y avait 4 hormones principales qui étaient à la cause de, on va dire, de la régulation du poids. Donc, tu as dit l'insuline, le cortisol, les œstrogènes et puis la progestérone. Bon, il y en a d'autres. Il y a la thyroïde que je n'ai pas citée, mais c'est aussi une hormone importante. Il y en a plusieurs. Et est-ce que les hormones, ces différentes hormones ont des actions sur des parties du corps en particulier? Tu as parlé de la rétention d'eau pour... Oui. L'insuline, par exemple, va plus agir de manière globale. C'est-à-dire, quand c'est la résistance à l'insuline, vous prenez du poids, mais de manière globale. C'est-à-dire, vous allez prendre au niveau du haut comme au niveau du bas en fonction de votre morphologie. Le cortisol, par contre, lui, va plus agir au niveau du ventre. En général, quand vous prenez du poids à cause du cortisol, vous allez plus prendre du poids au niveau du ventre. C'est d'ailleurs problème aussi, le phénomène chez les hommes. Vous allez remarquer que les hommes prennent plus de poids au niveau du ventre parce qu'ils ont tendance à produire aussi un peu plus de cortisol. Okay. La thyroïde, par exemple, la thyroïde aussi va faire qu'on prenne du poids de manière globale. En général, la thyroïde fait qu'on prenne du poids, peu importe les quantités qu'on mange. Là-bas, ce n'est même pas lié d'abord à ce qu'on mange en réalité. C'est vraiment parce que tout le métabolisme se ralentit. Et ces différentes hormones-là, insuline et thyroïde surtout, et même les œstrogènes, quand vous avez beaucoup d'œstrogènes, vous allez avoir tendance à faire une rétention. Alors, les œstrogènes, par des mécanismes un peu complexes, lorsqu'ils sont élevés, le corps a tendance à retenir de l'eau. Alors, c'est souvent normal, c'est souvent normal, ça permet d'approvisionner les cellules, sauf que quand on tombe dans un déséquilibre où il y a beaucoup trop d'œstrogènes, on se retrouve à faire des rétentions d'eau de manière anormale et donc ça augmente notre prise de poids. Ok, très intéressant, docteur. Merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, dans une situation normale où on a les hormones qui sont équilibrées, qui fonctionnent bien, normalement, où la prise de poids ne devrait pas être difficile. C'est bien ça. Si tout fonctionne bien. Si tout fonctionne bien, on devrait, on va dire, stocker du gras, mais normalement, parce qu'on a toujours besoin du gras. Mais sauf que à un moment, on en stocke beaucoup trop et voilà, ça pose des problèmes pour la santé. Ok. Et qu'est-ce qui bloque du coup cette perte de poids? Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones quand on voit qu'on essaye de perdre du poids et qu'on n'y arrive pas? Quelles peuvent être les causes du coup dans cet écosystème qu'est notre santé? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui cloche? Ok. Alors, l'une des choses qui cloche, c'est parce que on tombe dans les restrictions. Comme je le dis, le fait de se focaliser, quand on veut perdre du poids, le premier réflexe, c'est on se dit qu'il faut tout réduire. Il faut réduire les quantités et puis il faut faire beaucoup de sport. Okay? Il faut baisser la quantité de nourriture, la quantité de calories et il faut essayer de brûler plus. Okay? Et ça pose problème pour 2 raisons. La première raison, c'est que comme je l'ai dit, les calories sont juste une conséquence de comment les hormones fonctionnent. Si par exemple, votre thyroïde ne fonctionne pas bien, même si vous faites du sport du matin au soir, votre métabolisme est déjà ralenti d'office. Donc, vous allez beaucoup moins brûler les gras qu'avant. Donc, ce qu'il faut faire, ce sera d'aider la thyroïde à mieux fonctionner et ça va naturellement booster votre métabolisme. Le deuxième problème, de manière pratique, c'est que on va essayer de manger peu de calories, mais les aliments qu'on va manger auront ce qu'on appelle un indice glycémique élevé. Par exemple, le riz a un indice glycémique élevé, les spaghettis ont un indice glycémique élevé, le pain, même complet, a un indice glycémique assez élevé, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, la plupart des pains complets qu'on vend
dans notre contexte en général, qui ne sont pas souvent des vrais pains complets. Donc, du coup, on va se dire, OK, je réduis les quantités, mais en fait, ce qu'on mange a un indice, une charge de sucre, je peux dire ça un peu soit simple. L'indice glycémique, c'est la charge de sucre élevée. Et quand ça a une charge de sucre élevée, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule l'insuline. L'insuline va essayer de faire entrer le sucre, mais comme il y a déjà probablement une résistance, le sucre ne rentre pas et on stocke sous forme de graisse. Okay? Donc, le problème, c'est qu'on se focalise en fait sur la mauvaise chose. On se focalise sur ce qu'il ne faut pas pour essayer de perdre du poids. On traite le symptôme au lieu de traiter la cause. Okay? La cause, quand la perte de poids n'arrive pas à se faire, en tout cas qui fait qu'on prenne du poids, ça va être généralement les hormones, ça va être généralement la biodétoxification au niveau du poids, ce qu'on appelle vulgairement détox. Ça va être vraiment des causes plus profondes que juste les calories. Okay? C'est pour ça que toutes celles qui ont déjà fait un régime hypocalorique savent qu'elles finiront par reprendre ces kilos. Parce que les hormones, en fait, surtout l'insuline, va fixer avec le cerveau un poids. C'est-à-dire qu'il va par exemple dire, docteur Claudia, son poids de sécurité, selon le cerveau de sécurité, c'est 80 kilos. Et ça, c'est le poids que ça fixe. Ça, c'est quand il y a un déséquilibre hormonal, ça va fixer un poids plus élevé que ce qu'il en faut. Maintenant, si on ne régule pas cette hormone-là pour que ce poids-là baisse, même si vous mangez peu de calories, vous perdez du poids, votre corps va tout faire pour revenir à 80 kilos parce que c'est son poids de sécurité. Et c'est ce qui se passe quand on ne traite pas les problèmes hormonaux pour perdre du poids. Quand on ignore les hormones et qu'on se focalise sur les calories, on oublie que ce sont les hormones en fait qui ont comme la clé du métabolisme du corps. Donc, tant que ces hormones-là ne baissent pas votre poids seuil et ne se régulent pas, vous ne pouvez pas perdre du poids durablement. Donc, l'erreur, c'est ça, c'est qu'on va essayer de manger moins, bouger plus, prendre des thés, prendre des gélules, s'injecter l'Ozempic, voilà, faire toutes sortes de choses parce qu'on veut absolument perdre du poids rapidement. Mais si vous ignorez deux choses, votre cerveau et vos hormones, vous ne pouvez pas perdre du poids durablement. C'est pour ça que vous allez bloquer votre perte de poids parce que votre cerveau, la graisse pour lui, quand il s'est déjà adapté à une quantité de graisse, il faut du temps, il faut une régulation qu'il puisse comprendre que okay, c'est sécuritaire pour lui de baisser ce poids. Okay, c'est pour ça que quand on accompagne les gens, on agit à deux niveaux. On aide à apaiser le cerveau pour que parce que la graisse représente comme une sécurité. C'est ce qu'on ne sait pas souvent. Quand on prend du poids, tout notre corps s'adapte et puis le cerveau se dit ok, c'est comme une sécurité. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apaiser votre système nerveux pour dire ok, la graisse là, c'est pas vraiment la sécurité. Au contraire, il faut baisser et il faut réguler les hormones. Parce que c'est elles qui ont la clé du métabolisme. Or, c'est deux choses qu'on ne fait généralement pas. On va essayer de manger moins, de réduire les quantités, d'enlever le gras. Alors que l'une des choses qui régule les hormones, c'est les bonnes sources de graisse. Donc, voilà. Ok, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Donc, on retiendra du coup... Oh, attends, je te mets... Voilà. Donc, quand tout fonctionne bien, la perte de poids se fait de façon saine, on va dire, on arrive à perdre du poids. Mais quand on voit que ça bloque, finalement, on n'arrive pas à perdre le poids comme on souhaiterait atteindre, finalement, il faut aller regarder du côté des hormones parce qu'elles sont aussi la clé, comme tu disais, d'une perte de poids. Et que donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur je réduis les quantités, je bouge beaucoup ou je mange moins, mais je mange mal. Finalement, je vais éliminer les graisses alors que mon corps a besoin de certaines bonnes graisses pour perdre du poids. Et comme tu l'as si bien dit, quand on réagit comme cela, finalement, c'est qu'on traite les conséquences, mais qu'on ne va pas à la cause. C'est ça. Ok, très bien.
Et docteur, donc on a parlé de la régulation des hormones dans les cas où tout se passe bien et qu'on a un taux hormonal qui est correct, mais il y a des pathologies chez les femmes qui font que leur taux d'hormones est déséquilibré. Et on a cité quelques-unes tout à l'heure dans le sondage. Donc, on a cité le SOPK, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose et les fibromes. Si on prend que ces trois-là, pour ces femmes qui sont atteintes de ces pathologies-là, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal? Par exemple, qu'est-ce qui fait que, parce qu'elles ont cette pathologie-là, il y aurait une répercussion sur leur poids? Et si tu peux préciser ce qu'est par exemple le SOPK et les différentes pathologies pour les quelques pourcents de participantes. Ok, d'accord. Super. Alors oui, effectivement, ce sont des situations où on a des déséquilibres hormonaux qui vont souvent avoir un impact aussi sur la prise de poids. Si on commence par le SOPK ou syndrome des ovaires polykystiques, c'est en gros un problème où il y a plusieurs, on va dire, kystes, comme son nom l'indique, au niveau des ovaires, quand on fait une échographie, qui est souvent associée à des hormones mâles, à la testostérone qui est élevée, voilà, ce qu'on appelle l'hyperandrogénie, et qui a souvent on va dire, comme problème de fond, la résistance à l'insuline. Les femmes qui ont SOPK vont avoir une résistance à l'insuline. C'est d'ailleurs ce qui va faire qu'elles aient beaucoup de mal à perdre du poids. Donc, c'est en médecine conventionnelle, quand vous voyez syndrome, ça veut dire que c'est un groupe de symptômes, un groupe de problématiques dont on n'a pas vraiment une cause qu'on peut pointer, mais qui va réunir plusieurs déséquilibres, comme dans le cas du SOPK. Dans le cas du SOPK, on a ces kystes-là, on a ces niveaux de testostérone, parce que toutes les femmes ont la testostérone et c'est normal, mais dans le cas du SOPK, ça va être plus élevé, c'est pour ça qu'elles auront un peu de bave, c'est pour ça que voilà, elles auront tendance à avoir des cycles irréguliers, etc. Et puis, il y a, comme je dis, un problème de fond qui est la résistance à l'insuline. Donc, dans le cas du SOPK, ce qui rend leur perte de poids ou alors qui les fait prendre du poids, ça va être déjà cette résistance à l'insuline, qui est vraiment un des éléments, ou bien un des problèmes fondamentaux dans le SOPK. Okay? Donc, une femme qui a du SOPK, lui dit juste de manger moins pour perdre du poids, ça ne va pas l'aider parce que son problème fait qu'elle n'arrive pas à perdre du poids. Ça va être cette résistance à l'insuline. Maintenant, moi, j'ai une approche fonctionnelle. Okay? Je suis nutritionniste fonctionnelle. Dans la médecine fonctionnelle, on regarde un peu le pourquoi du comment. Dans le cas du SOPK, il faut savoir que la résistance à l'insuline n'est que la partie visible du corps. Souvent, les femmes qui ont un SOPK, quand on va faire une évaluation nutritionnelle poussée, on va se rendre compte que ce sont des femmes qui ont un problème au niveau de... j'utilise le mot détoxification parce que c'est ce qu'on connaît plus, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est souvent des femmes qui vont avoir un foie qui a du mal à bien travailler parce que le stockage du gras, le stockage du sucre, l'essentiel se fait au niveau du foie. Okay? Donc, si vous avez un foie qui n'arrive pas à réagir comme il faut, n'arrive pas là, je voulais dire processer, mais n'arrive pas à gérer le sucre, le gras comme il faut, vous allez avoir tendance à justement avoir une résistance à l'insuline. Donc, dans le cas du SOPK, il y a d'autres déséquilibres en dessous. Souvent, les femmes qui ont SOPK vont avoir un taux d'hormone de stress qui est un peu plus élevé, notamment le cortisol. Et quand elles ont un taux d'hormone de stress plus élevé, la progestérone aussi baisse. C'est ça qu'elles auront du mal à avoir des cycles réguliers, par exemple. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous avez un SOPK, vous aurez du mal à perdre du poids, déjà surtout à cause de la résistance à l'insuline, qui est le principal problème qui fait qu'on n'arrive pas à perdre du poids dans le SOPK. Mais ce qu'il faut aller comprendre, c'est pourquoi il y a cette résistance à l'insuline. Et comme je dis, généralement, on va regarder au niveau du foie, on va regarder au niveau de l'intestin. Okay? Donc, dans le SOPK, la régulation n'est pas vraiment comme il faut. L'insuline n'arrive pas à bien faire son travail. On a beaucoup trop d'androgènes, d'hormones mâles. On a beaucoup moins de progestérone. Et c'est ce qui va un peu donner plusieurs symptômes qu'on a dans le SOPK. Le deuxième grand groupe de problèmes, ce sont tout ce qui est fibromes, myomes. Okay?
Donc, les fibromes, les myomes, ce sont on va dire des petites choses qui poussent, voilà, dans l'utérus. En médecine, on dirait tumeurs bénignes, mais qui poussent. Ça peut rester de petite taille et ne pas trop déranger, on va dire ne pas trop causer de problèmes, que ne pas opérer. Mais parfois, ça peut vraiment grossir et nécessiter une opération. Mais dans tous les cas, les fibromes et les myomes, un des principaux problèmes des déséquilibres qui favorisent les fibromes et les myomes, c'est ce qu'on appelle une dominance oestrogénique. C'est-à-dire, chez ces femmes-là, à cause de plusieurs facteurs, toujours le foie, là je parle vraiment d'un côté fonctionnel, toujours le foie, la flore intestinale qui n'arrive pas à bien métaboliser les oestrogènes, ça va faire que leur taux d'oestrogène sera plus élevé. Les oestrogènes, ce sont des hormones qui auront tendance à stimuler, ok? Donc, ça va stimuler un peu la croissance de ces petites boules-là qui poussent au niveau de l'utérus. C'est quand vous avez une dominance oestrogénique, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez avoir des cycles irréguliers, vous pouvez avoir des douleurs et surtout, un élément important. Quand vous avez une dominance oestrogénique, c'est que vous avez tendance à prendre du poids, mais surtout à faire une rétention d'eau. Dans les fibromes aussi, sur le plan fonctionnel, on a remarqué que les femmes qui ont les fibromes ont souvent une résistance à l'insuline. C'est d'ailleurs une des choses qui aggrave ou qui favorise la croissance des fibromes. Okay? C'est aussi ce qui va faire que certaines femmes qui ont les fibromes aient du mal à perdre du poids. Okay? Donc ça, c'est pour ce qui est des fibromes et tout ce qui est myome, fibrome, voilà, généralement, on va classer ça dans la même catégorie. Maintenant, comme autre problématique hormonale, je vais un peu quitter la gynécologie. Il y a la thyroïde. Je parle de la thyroïde parce que beaucoup de femmes ont des hypothyroïdies fonctionnelles qu'on les diagnostique. Okay? La thyroïde, c'est cette partie-ci au niveau de votre cou et c'est une des clés de notre métabolisme. Le problème avec la thyroïde, c'est que ses signes et symptômes sont très peu spécifiques et ça peut durer longtemps avant qu'on le diagnostique en médecine conventionnelle. Donc, quand vous avez un problème de la thyroïde, il y a déjà la fatigue, la somnolence, la constipation. Vous allez manger les légumes, manger les fruits, la constipation ne part pas parce que les muscles de l'intestin, c'est la thyroïde qui leur permet de bien fonctionner. Et ça aussi, c'est un gros problème qui empêche aux femmes de perdre du poids. Il y a 80% de femmes qui souffrent d'hypothyroïdie qui ne savent pas qu'elles souffrent d'hypothyroïdie. Pourtant, ça fait en sorte qu'elles vont vraiment avoir du mal à perdre du poids. Et aussi, l'hypothyroïdie entraînée va favoriser la fertilité. Voilà. 80% du docteur, hein? Pardon? 80% des femmes qui souffrent d'hypothyroïdie et qui ne le savent pas. 8 femmes sur 10, des dernières statistiques, 8 femmes sur 10 ont une hypothyroïdie parce que c'est très peu diagnostiqué, c'est diagnostiqué très tardivement. Ok. Donc ça aussi, c'est un élément important à connaître. C'est-à-dire, ce n'est pas juste, comme je disais, les hormones ne s'arrêtent pas aux oestrogènes, mais il y a plein de problématiques hormonales qui sont hors de la gynécologie qui empêchent aux femmes de perdre du poids. Donc, c'est pas que la gynécologie. Donc, tu as rappelé le cas du SOPK, des fibromes qui sont des causes gynécologiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait Madame Cyriane qui disait qu'elle avait été opérée d'endométriose au stade 4. Dans le cas de l'endométriose, est-ce qu'il y a une incidence sur la perte ou la prise de poids? Oui, si c'est quand il y a un déséquilibre hormonal, parce que dans l'endométriose aussi, il y a beaucoup plus l'inflammation chronique. C'est surtout l'inflammation chronique qui est un moteur dans l'endométriose, mais souvent ça peut aussi s'associer à une dominance oestrogénique ou à une résistance à l'insuline. Et si c'est le cas, la femme aura du mal à perdre du poids. Elle peut ne pas prendre vraiment des kilos, mais elle aura du mal à perdre du poids. Ok, très bien. Merci beaucoup, docteur. On va prendre quelques questions avant d'avancer. Donc, on a Oriane qui nous demande comment savoir quelles hormones sont déréglées. Est-ce que c'est via une prise de sang? C'est pour ça que du coup, on a dit que quand tout fonctionne bien, voilà comment ça se passe. Quand tout ne fonctionne pas bien, il y a des déséquilibres. Mais du coup, comment être au courant de ces déséquilibres? Ok, c'est une très bonne question.
Alors, il faut savoir qu'il y a deux éléments dans les déséquilibres hormonaux. Il y a tout ce qui est organique et conventionnel. Ça veut dire que si vous avez par exemple une maladie de la thyroïde, il y a déjà des signes cliniques. J'ai par exemple dit si vous êtes constipé de manière chronique et que vous prenez les légumes, ça ne s'arrange pas, vous essayez, ça ne s'arrange pas. En plus de ça, vous avez des tendances à somnoler, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez du mal à perdre du poids. Ça peut faire suspecter une hypothyroïdie. Donc, il y a déjà les signes que vous ressentez. Ça, c'est bien. De deux, il y a maintenant, au niveau conventionnel, au niveau médical, on va effectivement faire des examens. On va même essayer de palper la thyroïde et on va vous demander des examens. Dépendamment de ce qu'on va voir, on va faire des prises de sang, on va regarder les hormones, puis on va faire une échographie en fonction du problème. Okay? C'est-à-dire, il y a les signes que vous allez ressentir. Ou par exemple, savoir si vous avez, comment je vais dire, une dominance oestrogénique. Si par exemple, vous avez tout le temps, vous avez un syndrome prémenstruel, vous avez des règles douloureuses, vous avez parfois des cycles qui sont très irréguliers, ou bien vous avez des saignements abondants, etc. On peut déjà suspecter une dominance oestrogénique. Et au niveau médical, on peut faire certains examens. Maintenant, moi, je parle du côté fonctionnel. La particularité avec la nutrition et la médecine fonctionnelle, c'est que on utilise beaucoup les scores et les tests cliniques d'abord. Ça veut dire qu'on va vraiment poser des questions en fonction de chaque hormone que j'ai cité à des questionnaires. Et on va essayer de voir en fonction du score qu'est-ce qui est probable. C'est par exemple ce que je fais avec mes bilans nutritionnels, c'est-à-dire j'essaie de voir au niveau du cortisol, au niveau de la thyroïde, au niveau des oestrogènes, au niveau de l'insuline, quels sont les signes. Au niveau de l'insuline, par exemple, si vous avez tout le temps les envies sucrées, si vous avez du mal à perdre du poids, vous avez ce qu'on appelle une perte de poids bloquée, si vous avez tendance à vous réveiller, à beaucoup uriner, surtout dans la nuit, ou bien à avoir très très soif, alors on commence à suspecter que vous pouvez avoir un problème de cortisol. Maintenant, on va faire des tests. Alors, malheureusement, jusqu'ici, les tests fonctionnels, parce que comme je vous ai dit, il y a le côté médical conventionnel, il y a la nutrition fonctionnelle. Ce n'est pas encore accessible en Afrique. C'est pour ça que jusqu'ici, on utilise beaucoup les scores cliniques. Dans les tests fonctionnels, on ne va pas juste doser les hormones dans le sang, on va regarder dans les urines. On va regarder dans la salive pour le cortisol. On va aller doser certaines vitamines, des minéraux. Parce qu'il y a des vitamines que quand elles manquent, ça crée des déséquilibres. On va aller faire d'autres tests qui sont plus poussés que ceux de la médecine conventionnelle. Donc, c'est deux approches qui sont complémentaires. Mais retenez que les premiers éléments, ce sont les signes que vous ressentez. Fatigué. Votre sommeil est toujours perturbé. Par exemple, vous avez du mal à perdre du poids, alors on peut déjà avoir une orientation. Et l'avantage, c'est qu'avec la nutrition, il ne faut pas grand-chose. Il faut corriger son alimentation. Okay? Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un peu ça. Donc, il y a les signes que vous ressentez, certains signes qu'on peut observer, et il y a des examens. Ok. D'accord, donc la recommandation, c'est peut-être, comme tu dis, d'aller faire un bilan peut-être hormonal, mais d'abord d'aller demander conseil à un professionnel de la santé, lui expliquer ses symptômes, et en fonction des symptômes qu'on observe, on demande du coup les analyses requises. Complétées par du coup les scores cliniques dont tu parlais, qui sont basés du coup sur un questionnaire. Oui, les scores cliniques sont utilisés en nutrition fonctionnelle et hormonale, et ensuite, normalement, il y a des tests, comme je dis, qui ne sont pas encore accessibles dans notre contexte en tout cas, et même du côté francophone, c'est plus en Amérique, mais ce sont des tests qui sont plus poussés, plus coûteux aussi malheureusement, mais plus poussés qui permettent de confirmer. Mais avec des tests cliniques, on peut déjà avoir une orientation et surtout on peut agir, okay? Parce qu'avec la nutrition fonctionnelle, on n'attend pas qu'il y ait un problème à agir. Si on a déjà 2 symptômes, on comprend que la personne est en train de basculer et donc on commence à corriger les choses.
Ça permet de ne pas agir tardivement. Oui. Donc, c'est deux choses deux approches normalement qui doivent travailler ensemble. Ok, très bien. Merci beaucoup, docteur, c'est clair. Alors, lui, docteur, on a vu dans les commentaires si tu pouvais parler un tout petit peu plus fort, ce serait parfait. Ok. Sorry. On a une deuxième question. Est-ce qu'il y a, donc c'est Marie-Esther Potzing. Bonjour Marie-Esther. Est-ce qu'il y a des examens pour être situés sur les causes sous-jacentes dans le cas du SOPK? Donc, j'imagine, par exemple, pour savoir si on fait de la résistance à l'insuline, si on a un SOPK, voilà, pour connaître les causes sous-jacentes au SOPK sur la Oui, les causes sous-jacentes, c'est avec la médecine fonctionnelle. C'est pas vraiment avec la médecine conventionnelle. Là, c'est beaucoup plus clinique. C'est-à-dire, on fait vraiment un historique détaillé. Voilà, ça permet de savoir un peu s'il y a une résistance à l'insuline. Et puis, normalement, il y a un test qu'on appelle le test de tolérance au glucose. C'est un test quand même très fastidieux et qu'on ne réalise pas vraiment dans nos laboratoires parce que c'est aussi coûteux. Qui permet de voir un peu comment le corps réagit quand on lui donne du glucose. Et là, ça permet de dépister, on va dire, la résistance à l'insuline assez tôt. Okay? Parce que pour avoir longtemps résistance à l'insuline, la glycémie reste normale, alors que vous avez déjà résistance à l'insuline. Donc, il y a, au niveau de la nutrition fonctionnelle, on a 2 tests cliniques et puis il y a 2 examens aussi qu'on utilise pour savoir est-ce qu'il y a une résistance à l'insuline. Est-ce que le foie, parce que souvent les 2 sont liés, on va regarder le foie et on va regarder les signes de résistance à l'insuline. Ok, très bien. Donc pour répondre, tu as très bien répondu à la question. Est-ce que toi, par exemple, tu effectues ces tests fonctionnels? Si par exemple, il y a des personnes qui veulent faire des tests fonctionnels. Oui, clinique. Oui, clinique. Okay. Pour les tests biologiques, comme j'ai dit, c'est très coûteux, c'est lourd. Donc les procédures sont longues. Mais au moins, clinique, j'ai déjà, voilà, on a déjà pas mal. Et clinique, c'est fiable aussi, en tous les cas. Oui. Clinique, c'est vraiment, comme on dit, l'orientation et surtout pour poser les actions tôt. Maintenant, il y a des cas où, quand je sens qu'il y a un côté médical, je dis, OK, il faut aussi aller voir un endocrinologue parce que, voilà, il faut explorer le côté organique. Voilà. Mais clinique, c'est assez fiable. C'est des tests assez fiables, des calculs. Après, ça reste des orientations. Comme je dis, on est en Afrique, il n'y a qu'en Afrique du Sud où il y a vraiment les bons tests fonctionnels. On essaie de faire venir ça de notre. Ok, très bien. Et donc, pour faire ces tests-là, donc c'est soit d'aller voir, parce qu'il y a une question, est-ce qu'il faut aller voir un gynécologue ou un médecin généraliste? Donc, comme l'a dit, non, voilà. Pas généraliste, surtout pas. Surtout pas. Alors, les problématiques hormonales, c'est l'endocrinologue sur le plan médical. Et sur le plan fonctionnel, c'est les médecins fonctionnels ou le nutritionniste qui est spécialisé des hormones. Voilà. Ok, très bien. Si c'est pour un plan fonctionnel, on peut me consulter. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre nutritionniste fonctionnel. Ok. Ici. Mais si c'est pour le volet médical, c'est l'endocrinologue qui est spécialisé des hormones. Maintenant, pour les pathologies qui sont un peu mixtes, c'est-à-dire comme le SOPK qui touche l'endocrino, qui touche aussi la gynéco, ou les fibromes qui touchent l'endocrino, qui touchent la gynéco, il faut aussi voir un gynécologue. Tout ce qui est côté, voilà. Il y a des pathologies comme le SOPK, il y a un côté gynéco. Et donc, on ne peut pas ignorer. Ok. Et la bonne nouvelle pour les participantes, c'est que du coup, sur la plateforme La Ruche Health, on va avoir déjà Dr Claudia, qui est médecin nutritionniste, donc qui s'occupe de tout le volet médecine fonctionnelle aussi. On va avoir également des endocrinologues, des gynécologues. Donc, vous avez déjà la panoplie de spécialistes si vous voulez répondre du coup à cette problématique. Et on va prendre une dernière question avant d'avancer. Ne vous inquiétez pas, je dis dernière question, mais on va les prendre au fur et à mesure. Donc, comme docteur, tu as parlé d'hyperthyroïdie. On a Léonie. Bonsoir Léonie. Qui dit « Bonsoir docteur et merci beaucoup. D'après ce que vous dites, bonsoir. Nous sommes susceptibles de souffrir d'hypothyroïdie parce que c'est 8 femmes sur 10. Léonie dit « Je n'ai aucun symptôme. Est-ce que je dois demander à mon médecin ?» Ok. C'est une très bonne question. Alors, normalement, si vous avez c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les hypothyroïdies frustres. C'est-à-dire que vous n'avez rien.
mais en réalité, la thyroïde est en train c'est-à-dire le fonctionnement n'est pas intéressant. Ok. Si c'est un médecin fonctionnel, oui. Pourquoi? Parce que comme je dis, la médecine fonctionnelle, c'est vraiment pour, et comme son nom l'indique, ça évalue le fonctionnement. Ça n'attend pas, le fonctionnement n'attend pas qu'il y ait la maladie. Okay? Si la thyroïde commence à ne pas bien fonctionner, avec les bonnes questions, on peut le savoir. Donc, l'idéal, comme je le dis souvent, c'est de faire, même si c'est un bilan nutritionnel tous les 6 mois, okay? Juste pour voir est-ce que le poids fonctionne, parce que après on y gagne toujours. Si on constate par exemple qu'il y a au moins un signe qui peut orienter vers un problème, on va vous dire peut-être d'aller consulter ou bien de faire son donc, si elle n'a aucun symptôme, mais qu'elle a peut-être du mal à perdre du poids, je prends ça comme ça, peut-être qu'elle a du mal à perdre du poids, mais à part ça, elle n'a rien d'autre. Ce serait intéressant de faire un bilan fonctionnel quand même. Très bien. Ben, on va demander du coup au public, est-ce que, mesdames, vous avez déjà fait un bilan, un bilan hormonal dans votre vie? On va voir du coup comment tout le monde se situe à ce niveau-là. Donc, je vais lancer le questionnaire. Voilà. Donc là, je viens de lancer le questionnaire. Est-ce que vous l'avez vu? Vous le voyez? Vous voyez le questionnaire? Non, pas encore? Non, pas encore. Ok, donc je vais le relancer. Ou sinon, c'est pas grave, vous pouvez répondre dans le chat. On va faire à l'ancienne. Vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan hormonal? Vous pouvez mettre oui ou non dans le chat. On va voir les réponses qui arrivent. Ah, beaucoup de non. Non, non, oui, non. Geneviève, beaucoup Geneviève qui dit oui. Olive, non. Léonie, non. On voit quand même une grande dominance de non, même s'il y a quelques oui quand même. C'est une première bonne étape déjà d'aller consulter pour faire un bilan hormonal et voir où est-ce qu'on en est au niveau de ces hormones, savoir si tout fonctionne bien, si, comme a dit le docteur, si vous avez vu que vous avez essayé de perdre du poids à plusieurs reprises et que ça n'a pas fonctionné malgré le fait que vous avez baissé les calories, fait beaucoup de sport, ou si ça a fonctionné mais que ça stagne, c'est peut-être qu'il y a une cause sous-jacente, comme l'a très bien expliqué docteur, et que ça peut être hormonal. Donc docteur, j'essaie de résumer, voir en même temps si j'ai compris, tu me corriges si ce n'est pas le cas. Donc si on voit que finalement on a peut-être un déséquilibre hormonal, la première étape, c'est d'aller consulter un professionnel de la santé. Donc on peut aller voir un médecin nutritionnel, un gynécologue, ou si ça lié à la gynécologie, ou l'endocrinologue directement. Il y a plusieurs médecins qui pourront du coup répondre, vous prescrire les analyses adéquates. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Oui, Raphaël, on n'oublie pas votre question. On va la poser dans quelques instants. On va juste poser quelques questions en solution concrète. Docteur, quand on parle d'avoir une alimentation équilibrée, au sens large, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on ira dans le cas des hormones. Parce qu'à chaque fois, on nous dit manger bien, manger équilibré. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut manger des légumes tous les jours? Éviter les cubes on nous dit aussi, bon, voilà, dans les grandes lignes, on veut entendre une experte comme toi. On en a marre des réponses sur Facebook, des publicités. Qu'est-ce que ça veut dire bien manger? Super, ça c'est marrant parce que je venais de finir une séance de coaching avec certains clients et justement je leur parlais de bien manger de manière tangible, de manière tangible, sans bullshit. Ok, je dirais que de manière simple, bien manger, c'est bien nourrir ses cellules. Et qu'est-ce qu'il faut pour nourrir ses cellules? Il faut des nutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, il faut des fibres. Et où est-ce qu'on les trouve? C'est essentiellement dans les légumes, ça va être dans les fruits aussi, les graines,
Il faut apporter aussi des protéines, notamment poulet, poisson, etc. Et il faut aussi des féculents. Donc, concrètement, bien manger veut dire quoi? Ça veut dire que j'écoute ma faim. Voilà. Je mange quand j'ai faim, quand mon corps a besoin de manger. Parce que la régulation hormonale est telle que si dès que je perturbe les signaux naturels, alors le corps, pour s'adapter, va me faire payer cher. Okay? Donc, la première chose, c'est que je mange quand j'ai faim. Et il faut faire confiance à son corps. Même si souvent l'appétit a été déréglé par les mauvaises habitudes, il faut réapprendre à écouter ces signaux. La deuxième chose, concrètement, bien manger, c'est quoi? C'est boire suffisamment. Boire suffisamment d'eau fait partie de bien manger. Okay? Donc, alors, je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est quelle quantité, etc. Normalement, la quantité d'eau se calcule au kilo. Mais ce que je dis généralement, c'est que pour un adulte ou une adulte, on doit être à peu près dans les 2 litres par jour. Okay? Donc, c'est boire suffisamment de l'eau. C'est se rassurer qu'on ait des légumes. Voilà. Si possible, à chaque repas, en tout cas tous les jours, qu'on ait au moins mangé des légumes. Okay? Des légumes crus. Les légumes crus, ça peut être juste la tomate, ça peut être des oignons, ça n'a pas besoin d'être des choses compliquées. Des légumes cuits, il y en a tellement en Afrique. Ça peut être le gombo, ça peut être les feuilles, ça peut être les aubergines, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, ça peut être même les carottes, haricots verts, tout ce que vous voulez. Okay? Il y a beaucoup de légumes en Afrique. Dans les sauces qu'on a généralement en Afrique, on peut y ajouter des légumes. Okay? Donc, je me rassure que j'ai mangé ça. Je me rassure aussi que quand je compose mon assiette, que j'ai vraiment beaucoup de légumes, beaucoup de sauces, que j'ajoute des protéines. Alors, les protéines, je peux ajouter du poisson, je peux ajouter du poulet. Okay? Si j'ai un déséquilibre hormonal, je privilégie tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande blanche. Aussi, il y a des bonnes sources de protéines qu'on oublie souvent. Par exemple, les escargots, ce sont des bonnes sources de protéines qui apportent certains types d'antioxydants. Il y a les protéines qui ne sont pas des viandes, des poissons, par exemple le haricot, le soja, et aussi les féculents. Okay? Les féculents, c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle souvent en Afrique complément. C'est-à-dire que ça peut être la banane plante, ça peut être la patate douce, ça peut être l'igname. Donc, bien manger, c'est vraiment de me rassurer que j'ai une assiette qui a une bonne quantité de légumes, qui a assez de protéines et qui a un peu de féculents. Okay? Parce qu'il faut savoir que, surtout en tant que femme, déjà, on a moins d'énergie pour brûler, pour métaboliser les féculents, tout ce qui est glucides. On doit manger un peu. Et quand on veut perdre du poids, l'idéal, c'est qu'on mette un peu moins de féculents. Okay? Donc, en gros, c'est ça, bien manger, composer son assiette. Bien manger aussi, c'est ajouter ce que j'appelle les super aliments. Pourquoi? Parce que quand c'est cuit, on a détruit beaucoup de choses. Okay? Donc, c'est toujours bien d'ajouter un super aliment. Les super aliments, c'est quoi? C'est le chocolat, c'est le baobab, c'est le bissap, c'est le curcuma. Voilà, ce sont des aliments qui sont très, très concentrés en micronutriments. Par exemple, la poudre de cacao, c'est un super aliment que vous pouvez ajouter dans votre routine. Donc, si je dois résumer, bien manger commence par apprendre à s'écouter. Voilà, il faut réguler son appétit en s'écoutant. Il faut boire suffisamment d'eau. J'ai parlé d'au moins 2 litres. Il faut bien équilibrer, se rassurer qu'on a des légumes tous les jours. Donc, une partie crue, juste des oignons, juste de l'ail, ça peut déjà faire l'affaire. Avec des feuilles, avec des légumes, avec des aubergines, avec des gombos et tout ce qu'on peut trouver. Et aussi, se rassurer qu'on a une partie de protéines. Ça peut être des animaux, le poisson et autres, mais ça peut aussi être voilà, le haricot par exemple, et qu'on a un peu de féculents parce qu'en Afrique, on mange avec des féculents. Okay? Donc, en gros, c'est ça, en général, bien manger, bien composer son assiette. Je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques de
les pesticides sont montés, etc. Mais en gros, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, docteur. C'est très clair, mesdames. J'espère que vous avez pris des notes pour les repas à venir de la semaine. Donc, on va mêler aussi les questions du panel et mais aussi les questions du chat. Et là, il y en a une qui rentre exactement dans le thème, une question. Donc, c'est une question de Mélanie ici. Donc, tout à l'heure, docteur, tu as parlé, par exemple, dans le cas de l'endométriose, de tout ce qui va être inflammation chronique. Est-ce qu'on doit avoir, par exemple, dans le cas d'endométriose, une alimentation anti-inflammatoire? Oui, en fait, c'est ça, bien manger. Parce que tout ce qui est alimentation inflammatoire vieillit et détruit nos cellules. Tout ce dont j'ai parlé, tous les déséquilibres dont j'ai parlé, en fait, c'est le moteur de ça, ce sont les cellules. Quand vous avez un pancréas ou un foie où les cellules vieillissent vite, ils sont détruites, ça ne va pas bien fonctionner, ça va déséquilibrer les organes. La base, c'est vraiment une alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation anti-inflammatoire consiste déjà à boire suffisamment d'eau. Parce que quand le corps est déshydraté, vous n'arrivez pas à éliminer les toxines et ça crée l'inflammation. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, il faut également qu'il y ait des aliments vivants, c'est-à-dire des aliments crus. Okay? C'est pour ça que j'ai parlé d'avoir au moins un légume cru. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, il faut que les légumes puissent être dominants dans vos repas. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, il faut qu'il y ait des super aliments, c'est-à-dire des aliments qui apportent des nutriments, des vitamines, des antioxydants en quantité, on va dire, assez concentrée. Okay? Et dans l'alimentation anti-inflammatoire aussi, un élément important, c'est de manger des féculents ou alors d'avoir des repas qui ont ce qu'on appelle une charge glycémique qui est basse ou bien qui est modérée. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, de mettre le féculent en petite quantité par rapport aux légumes et aux protéines. Okay, donc, c'est ça l'alimentation inflammatoire. C'est une alimentation qui nourrit les cellules et c'est exactement ce qu'il faut quand on a un déséquilibre de manière générale, mais surtout quand on a un déséquilibre hormonal. Maintenant, il y a des féculents qui sont plus intéressants, la patate douce, le fonio. Si on va entrer dans le riz, on a par exemple le riz violet. Voilà, il y a des riz locaux qui sont colorés et tout. C'est des féculents qui sont assez intéressants. On a l'igname aussi, on a le manioc qui ont des indices glycémiques modérés qui sont plutôt intéressants. Donc, c'est vraiment aussi de miser sur ces féculents-là. Est-ce que ça veut dire qu'on bannit les autres? Non. Ça veut juste dire que c'est, on va dire, des féculents à privilégier en fonction de votre culture, de ce que vous retrouvez, etc., etc. Donc oui, manger anti-inflammatoire, c'est la base. Et tu as parlé du manioc, la tchéké, du coup, c'est un bon aliment? Est-ce que ça fait partie des super aliments? Du manioc, tubercule. Maintenant, tous les dérivés du manioc, ça dépend de la transformation. Et la tchéké, par exemple, son problème, c'est surtout le fait que c'est très difficile pour la digestion. Donc, il faut manger avec beaucoup de légumes. Et les gens qui vont manger la tchéké vont se rendre compte que ça constipe beaucoup parce qu'il y a presque plus de nutriments et presque plus de fibres. Mais il y a des versions de la tchéké aujourd'hui qui sont beaucoup plus digestes. Donc, le tout, c'est juste aussi la manière de composer l'assiette. Okay? Même si c'est la patate douce, ça ne veut pas dire que la patate douce doit dominer le repas. Non. Donc, c'est juste aussi la façon de composer le repas qui va. Ok. Merci beaucoup, docteur. Donc là, tu nous as donné beaucoup de tips, de super aliments, d'aliments à privilégier pour avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et quand on parle, par exemple, de tout ce qui va être rétention d'eau, par exemple, quel régime il faudrait favoriser? Est-ce qu'il faut boire moins d'eau? Bon, je dis ça de toute façon très naïve. Hein. Alors non, c'est justement ce qu'on croit. Non, la rétention d'eau est hormonale. Donc si on régule les oestrogènes, ça va aller. Okay? Et ce n'est pas en déshydratant les cellules qu'on va favoriser l'élimination de l'eau. En fait, c'est pas vraiment au sens propre comme on pense. Et donc, genre, il ne faut plus boire de l'eau, alors on va baisser. C'est juste qu'il faut réguler justement les hormones pour que
on arrête de stocker plus d'eau. Il y a une rétention d'eau physiologique. Vous allez vous rendre compte que à l'approche des règles, c'est comme si vous preniez plus de poids. Si vous regardez votre corps, ou bien si vous observez dans les vêtements, il y a une partie de votre cycle, vous avez l'impression d'avoir plus de poids par rapport aux autres. Ok? Donc, quand vous avez cette impression-là, c'est en fait parce que à l'approche des règles, il y a une sorte de rétention d'eau physiologique. Ok? Mais maintenant, quand vous avez ce qu'on appelle une dominance oestrogénique, là, vous allez retenir un peu plus et là, voilà, vous allez prendre plus de poids. Okay? Donc, la rétention d'eau, par exemple, c'est beaucoup plus de manger des gens anti-inflammatoires de manière générale, de prendre aussi certaines infusions, mais de réguler les oestrogènes. Par exemple, pour réguler les oestrogènes, il faut limiter tout ce qui est friture, tout ce qui est charcuterie, les aliments qui sont ultra transformés parce que ça a souvent ce qu'on appelle les oestrogènes qui sont des oestrogènes étrangers, voilà, qui vont aggraver en fait ces problèmes-là. Donc, quand on a une rétention d'eau, ce sera plus d'aller réguler les hormones et non de réduire l'eau. Okay? Vous continuez de boire suffisamment d'eau, de vous donner des infusions. Ça peut être la citronnelle, ça peut être le quinqueliba, par exemple. Mais surtout, vous limitez un peu tous ces aliments-là qui vont aggraver, on va dire ça comme ça, la dominance oestrogène. Ok. Merci beaucoup, docteur. Et c'était la question de Mélanie, je crois. J'espère que c'était bien clair. Donc là, on a une question de Raphaël qui va lier du coup la nutrition et la gynécologie. Tout à l'heure, on a fait déjà le lien. Et Raphaël nous dit, pour celles qui cherchent à avoir un enfant, qui ont des difficultés et qui ont entre 35 et 40 ans, qu'est-ce que vous me conseillez comme démarche? Très bonne question. C'est un cas que je gère beaucoup ces derniers temps. Il y a beaucoup ce type de questions qui vient après. Il y a un problème d'infertilité. Les problèmes d'infertilité sont de plus en plus fréquents et c'est beaucoup plus dû aux carences. Si vous avez un problème de fertilité, je vous en prie, une chose à corriger, c'est les carences. Les carences, ça veut dire un manque en micronutriments. Mais quand vous avez entre 35 et 40 ans, je vous conseille d'avoir une démarche, on va dire, assez holistique. Voilà. Déjà, premièrement, faire un bilan médicalement parlant pour voir est-ce qu'il y a des causes médicales. Parce qu'il y a des causes médicales d'infertilité, c'est-à-dire peut-être c'est lié à des formations, est-ce que c'est lié à une trompe qui est bouchée, est-ce que c'est hormonal même, voilà. Il faut vraiment faire un bilan, ok? Et il faut savoir aussi, les femmes, que le problème n'est pas que chez la femme. Aujourd'hui, de plus en plus, on commence à avoir, je crois qu'on est déjà à 54% au niveau des hommes. Ça veut dire que les hommes sont déjà en train de prendre le dessus sur les problèmes d'infertilité. Donc, quand vous avez un problème d'infertilité, la première chose, c'est de savoir que vous devez faire des bilans médicaux à deux, pas juste une personne. Ok, ce sera plus simple. Même en matière de nutrition aujourd'hui, quand quelqu'un vient vers moi avec un problème d'infertilité, je demande à ce que son mari fasse aussi un bilan nutritionnel. Parce que souvent, c'est les carences, même chez les hommes, peuvent favoriser l'infertilité. Donc, la première démarche, c'est vraiment de faire déjà au niveau médical. Ensuite, au niveau nutritionnel, voilà, c'est dommage qu'on parle de fertilité sans parler de nutrition. Pourtant, c'est la base d'une bonne fertilité. Donc, il faut faire un bilan médical, il faut faire un bilan fonctionnel de la fertilité pour voir les différents axes hormonaux. Parce qu'il faut savoir que la fertilité dépend de plusieurs hormones, pas juste des oestrogènes ou de la progestérone. La fertilité dépend aussi du cortisol, ça dépend aussi de la thyroïde, ça dépend de l'état de votre foie, ça dépend de votre intestin. Il faut vraiment voir le terrain. S'il y a des carences, une des carences les plus fréquentes en matière de fertilité, c'est le zinc. Okay? Donc, il y a des protocoles nutritionnels qu'on met en place pour favoriser la fertilité, mais avant ça, il faut faire un bilan. Mais il faut savoir qu'entre 35 et 40 ans, il y a souvent, si ce n'est pas si on ne diagnostique pas des causes médicales, c'est-à-dire un problème au niveau des trompes, peut-être une malformation, ce genre de choses, et que chez monsieur, par exemple, tout est OK, souvent c'est hormonal. Et ce n'est pas toujours des hormones chez nous. Par exemple, votre
votre cycle peut ne pas avoir de problème. Mais à cause de du cortisol, vous n'arrivez pas à concevoir. Okay? Mais il faut vraiment faire un bilan fonctionnel. Ça va vous aider à comprendre de quoi votre corps, sur le plan nutritionnel, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez concevoir. Okay? Maintenant, le troisième volet, voilà, que moi je recommande, en tout cas, c'est le volet naturopathie. Okay? Parce que la nutrition, ça permet de corriger les carences, ça permet de booster les choses, mais la naturopathie peut soigner de manière naturelle. Okay? Donc, en gros, déjà, sachez que vous êtes deux, parce que les femmes aussi ont fini par accepter que quand il y a un problème de fertilité, c'est moi. Non. Okay? Faites les bilans à deux. Bilans médicaux, bilan fonctionnel et, tant que possible, si nécessaire, bilan naturopathie. Voilà. Mais sachez que c'est possible. Okay? 35-40 ans, la fertilité est quand même encore à au moins 60%. Donc, faut pas vous alarmer. C'est vrai que plus on avance après 40 ans, plus on est en train d'aller vers la périménopause, mais c'est possible. Il faut juste faire les bonnes choses et mettre les bonnes choses en place. Voilà. Merci, docteur. Alors, on a une autre question, donc une question cette fois de Léonie. Donc, on parlait tout à l'heure, donc c'est pas un réflexe pour tout le monde de faire des bilans hormonaux, des bilans nutritifs, des bilans fonctionnels. Elle demandait, après 40, quand on a plus de 45 ans, à quelle fréquence on doit faire ce type de bilan, par exemple des bilans hormonaux? Si on a plus de 40 ans, bilan hormonaux tous les 6 mois, si on le peut, bilan fonctionnel tous les 3 à 4 mois. Parce que, comme je l'ai dit, à 40 ans, sachez déjà d'office, surtout si vous êtes une femme, il y a des carences que vous aurez probablement. Il y a des nutriments que vous n'allez pas pouvoir apporter avec la nutrition. Donc, bilan nutritionnel, fonctionnel, je dirais tous les 4 mois. Bilan hormonal, je dirais tous les 6 mois. Okay? Faut pas attendre la maladie. Moi, une chose que je veux vraiment encourager toutes celles qui sont dans ces webinaires, c'est de ne pas attendre d'être malade. Et c'est ça l'intérêt de la nutrition et de la médecine fonctionnelle. C'est qu'on n'attend pas qu'il y ait un problème avant d'agir. On agit avant. Autant que possible, on agit en amont, avant qu'il y ait le problème. Et prévenir avant de guérir. Ouais. Ok. Et on va prendre une dernière question. On va garder les questions pour la reste, pour avancer. On a une dernière question du coup de Bariga Josiane. Bonsoir Josiane. Il dit: bonsoir docteur, j'ai été diagnostiquée d'une adénomiose diffuse qui me fatigue avec des dysménorrhées, donc les règles, et des troubles digestifs à l'appui. J'ai pu perdre du poids, mais la graisse du ventre, j'y arrive pas. Que faire? Et est-ce que d'abord tu peux nous rappeler ce qu'est l'adénomiose, qu'on a vu que seulement 43% des participants connaissaient, avant de répondre à la question? D'accord. Alors, pour faire simple, au niveau de l'utérus, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment musculaire. C'est les muscles, voilà, au niveau de l'utérus. C'est ça qui se contracte, par exemple, quand la femme accouche et qui permet que l'enfant sorte. Donc, dans cette partie-là, en fait, c'est comme une forme d'endométriose, okay, où il y a du tissu, voilà, de l'endomètre, qui est un autre compartiment de l'utérus. Au lieu de rester dans son compartiment, il vient aussi au niveau du muscle, au niveau intérieur de la partie musculaire. C'est ça qu'on appelle adénomiose. Okay? Donc, c'est comme, on va dire, c'est je sais pas, un peu comme une forme d'endométriose, mais au niveau de la partie du muscle de l'utérus. Donc, quand ce tissu-là se retrouve dans le muscle, on appelle ça adénomiose. Maintenant, dans l'adénomiose, il y a plusieurs facteurs. Okay? Même au niveau fonctionnel, il n'y a pas qu'une seule chose, il y a plusieurs facteurs. Et les facteurs qu'on a souvent beaucoup plus au niveau fonctionnel, c'est justement ce problème d'œstrogène qui est élevé, donc de dominance œstrogénique et surtout d'inflammation. C'est une pathologie qui est très, très, très inflammatoire, l'adénomiose. Et quand on a une pathologie très, très, très inflammatoire, l'une des choses que ça va souvent entraîner, c'est comme un stress interne. Et donc, c'est aussi une pathologie dans laquelle il faut regarder le cortisol. Surtout si vous n'arrivez pas à perdre du ventre, il faut vraiment regarder le cortisol. Okay? Mais pour que ce soit plus intéressant, ce serait bien d'avoir une idée de ce qui se passe.
Parce que je ne veux pas juste... voilà, la dénomiose a beaucoup de facteurs. Il y a la dominance osogénique, il y a l'inflammation. Et comme je dis souvent, il y a un problème avec le cortisol parce que l'inflammation là crée un stress interne. Et si je comprends bien, les douleurs persistent toujours. Ça veut dire qu'il y a toujours cette forte inflammation. Donc, l'idée, ce serait vraiment de corriger cette inflammation. Les choses à dire. Oui, et le fait que ce soit localisé au niveau du ventre, est-ce que c'est une incidence avec l'adénomiose? C'est pour ça que je disais que cette inflammation-là a dû toucher un peu l'axe du cortisol. Donc, c'est sûr que, voilà, il y a, parce que quand il y a une inflammation, dans l'adénomiose, l'inflammation est très, très, très importante. Et quand c'est comme ça stimule les hormones du stress, notamment le cortisol. Et là, ça peut favoriser cette prise au niveau du ventre. Mais il faut faire une évaluation. Et je ne peux pas donner une réponse vraiment assez personnalisée si je n'ai pas évalué. Surtout que, comme je dis, l'adénomiose, c'est ces problèmes-là qui ont plusieurs déséquilibres à l'intérieur. Donc, il faut vraiment aller checker pour voir les déséquilibres. Ok. Merci beaucoup, docteur. Donc, on a d'autres questions dans le chat. On va juste passer à la dernière partie et ensuite on va répondre aux questions. Donc, on a bien vu la question de Oriane. On a bien vu la question de Raphaël. Donc, mesdames, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. On va les reprendre ensuite. Ah, il y a un micro ouvert. Ok, c'est bon. Donc, du coup, on va regarder les autres questions. Alors, cette fois, on va aller dans une partie un peu concrète, on va dire. Et peut-être, docteur, si vous pouvez nous présenter peut-être un déjeuner. Ah oui, permis. Ah non. Si c'est possible de bloquer les participants. Oui, c'est bon. Du coup, est-ce que, docteur, tu pourrais nous donner peut-être, on va pas peut-être tous les faire ou peut-être rapidement, par exemple, le cas d'un petit déjeuner type, si on a un dérèglement hormonal que tu pourras choisir, un déjeuner type pour un autre type de dérèglement hormonal et peut-être un dîner pour nous donner des idées, parce qu'il y a aussi des moments où on est à court, on ne sait pas quoi manger. Bon, c'est difficile chaque jour en tant que femme. Bon, moi, je n'ai pas encore de famille, mais peut-être qu'ils ont des enfants, etc., de savoir comment bien faire pour bien nourrir toute la famille. Donc, si on peut avoir quelques exemples de repas, ça pourrait être super. Alors, on va commencer par le petit déjeuner. Pour celles qui ont vraiment besoin de manger le matin, quand vous avez un déséquilibre hormonal, que ce soit type SOPK, type BOM, etc., du poids, je vous conseille des petits déjeuners type salé, en tout cas non sucré. Par exemple, si vous avez de l'avocat, vous savez, ceux qui m'écoutent savent que j'aime toujours prendre ça comme exemple parce que l'avocat, c'est l'un des meilleurs aliments pour l'équilibre hormonal de la femme et on est béni en Afrique parce qu'on en a naturellement. Donc, ça peut être de l'avocat, juste l'avocat nature, ça peut être des œufs durs, des œufs à la coque, whatsoever, comment vous appelez. Au Cameroun, on dit les œufs bouillis. Mais en tout cas, ça peut être l'avocat, ça peut être les œufs durs. Voilà. Vous mixez ça comme vous voulez. Vous faites l'avocat tomate, vous voulez, vous faites l'avocat, manger l'avocat nature. Pour ceux qui aiment le pain, vous choisissez une version pain complet par exemple. À Abidjan, à Cotonou surtout, il y a des versions de pain sans avec les farines locales. J'ai découvert ça récemment. C'est aussi des bonnes alternatives pour le petit déjeuner du matin. Pour ceux qui aiment vraiment le pain et pour ceux qui aiment manger le matin. Ou bien ça peut être juste l'avocat nature. Si vous n'avez pas très faim, je vous assure, un avocat moyen, ça vous rassasier la journée. Alors, pour ce qui est du déjeuner, je ne sais pas si le pays majoritaire c'est la Côte d'Ivoire, donc je vais essayer de prendre un repas. Voilà, je vais essayer de prendre un repas qui passe un peu dans plusieurs pays d'Afrique. Alors, en déjeuner, on peut avoir la sauce gombo. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment la sauce gombo ici.
Mais le gombo aussi, c'est un excellent allié pour les hormones. Donc, on peut avoir la sauce gombo avec du poisson, par exemple, en déjeuner. Et puis, comme accompagnement, dépendamment des personnes, hein, mais en général, l'accompagnement de la sauce gombo, c'est soit du fou, soit du choutou. Voilà. Donc, je vais vous rassurer juste, mesdames, que ce soit une petite boule. Okay? Pas les grosses boules comme on a l'habitude de voir. Et puis, vous pouvez aussi ajouter une petite entrée avant de manger votre sauce gombo pour maximiser les fibres. Par exemple, la carotte râpée, par exemple, la tomate, voilà, en fonction de ce qui est disponible et ce qui est de saison à ce moment-là. En dîner, alors, ça dépend. Dîner très léger, je peux prendre du poisson, par exemple, si j'ai fait du poisson de la sauce gombo, c'est ce qui m'arrive souvent de faire. Je peux prendre ce poisson-là, je le fais au four et puis je découpe juste les oignons. Là, je mange avec un tout petit peu d'appliqué, vraiment un tout petit peu, ou le bâton de manioc pour ceux qui sont au Cameroun, ou le chikwang, comme on appelle, peu importe. Maintenant, si vous voulez vraiment perdre du poids, vous pouvez plutôt prendre ce poisson-là et manger avec l'avocat au lieu de prendre un féculent des glucides. Donc, ça dépend de votre objectif. Donc, en gros, voilà un peu des idées ramassées comme ça pour de repas. Mais il faut savoir que ça n'a rien de compliqué. Okay? Il faut juste connaître les principes. Je me rassure que j'ai des légumes. Même si je prends une sauce, je fais tout pour avoir des légumes. En tout cas, la sauce gombo, le gombo, c'est déjà un légume, tant mieux. Maintenant, si je veux plus de fibres, je peux prendre ma petite entrée avant. Et le soir, je me rassure aussi que je mange assez léger. Je mange moins de glucides le soir. Okay? Donc, si je prends mon poisson, je ne vais pas prendre, je sais pas, 2 grosses boules d'attiqué. Non, je vais prendre juste un peu, voilà, tout petit. Donc, grosso modo, comme ça, voilà les idées. Il faut juste comprendre qu'il faut que j'ai des légumes, il faut que j'ai un peu de protéines, il faut que le féculent reste vraiment le complément. Okay. Voilà. Donc, Sophie, je crois que ça, c'est assez inspirationnel, mais en gros, je vous recommande des petits déjeuners plus salés que sucrés. Merci beaucoup, docteur. On a docteur Aka, qui est la présidente de l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire, qui est avec nous et qui a commenté: j'aurais appris que trop de céréales n'est pas bon pour la santé. Aussi, consommer le pain simple sans accompagnement n'est aussi pas bon. Oui, effectivement, pas juste les céréales, mais les féculents. Et quand on prend beaucoup trop de féculents, on apporte beaucoup trop d'amidon, beaucoup trop de glucides, et c'est pas intéressant. Et surtout les céréales raffinées, qui est ce qu'on retrouve le plus, spaghetti, le pain, etc. Et aussi, justement, c'est pour ça que je recommande, quand vous composez, même si c'est avec du pain, il faut qu'il y ait autre chose, il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des légumes. Et si vous prenez juste du pain, c'est comme si vous preniez juste du sucre, en fait, et beaucoup de sel. Parce que le pain, c'est l'indice glycémique est très élevé, et puis il y a beaucoup de sel, et puis il n'y a pas de fibres, il n'y a rien. Donc, c'est pas différent de prendre comme si vous preniez du sucre et vous avalez. Donc, l'idéal, c'est vraiment de toujours avoir quelque chose, de toujours avoir, même si c'est de la sardine, avec ou bien des œufs, en tout cas, avoir quelque chose pour manger avec ça, pour que ce soit l'effet sur le sucre, en fait, soit moins. Okay? Parce que quand vous mangez juste le pain, votre glycémie monte rapidement, votre taux de sucre, et puis c'est ça, à force, qui va donner les résistances à l'insuline. Donc, effectivement, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, docteur. Donc là, je vais reprendre les questions du chat. On a Oriane qui demande comment régler les oestrogènes par l'alimentation. Je pense que tu en avais un peu parlé. Si tu peux faire le résumé, comme ça, on va bien comprendre. Ok, oui. Réguler les oestrogènes par l'alimentation, ça commence déjà par limiter tout ce qui est ultra transformé. Okay? Quand vous mangez les aliments, les plats préparés et des aliments qui sont bourrés d'additifs font souvent ce qu'on appelle les oestrogènes qui vont aimer en fait les oestrogènes qu'on a dans notre corps et aggraver la dominance des oestrogènes. Donc,
une des façons, c'est vraiment de limiter tout ce qui est plat préparé, les charcuteries, vraiment les choses qui sont riches en additifs. L'autre chose, c'est de manger avec une faible charge glycémique. Ça veut dire, quand vous composez vos plats, ne mangez pas les glucides seuls. C'est-à-dire que, comme on a dit, le pain seul, en tout cas, tout ce qui est complément, ou bien la tchéké. Bon, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui mange la tchéké sans, sans rien, mais en tout cas, essayez d'avoir des plats qui ont une bonne charge de sucre, une charge de sucre qui n'est pas élevée. Voilà, donc avec plein de légumes, ça va vous aider à réguler en fait le niveau de d'œstrogène. L'autre chose, c'est d'apporter ce qu'on appelle des antioxydants, des anti-inflammatoires. Donc, que ce soit avec des infusions comme le bissap. Le bissap, c'est une infusion, une des pépites qu'on a en Afrique, mais malheureusement, on le consomme plus en jus avec du sucre. Bon, on ne bénéficie pas de ses bienfaits, mais en tout cas, tout ce qui est infusion comme le bissap, comme l'infusion de gingembre, l'infusion de moringa, tous ces super aliments, la poudre de cacao, tout ce qui est riche en magnésium, ça va permettre de vraiment réguler le niveau d'œstrogène. Une chose très importante pour réguler les niveaux d'œstrogène, c'est notre digestion, notre flore intestinale. Il faut absolument avoir assez de fibres, donc, comme je dis, dans les légumes crus, avec des graines comme les graines de sésame. Aussi, très important à savoir, vous ne pouvez pas réguler les déséquilibres sans des compléments alimentaires. Okay? Il y a des compléments alimentaires adaptés pour chaque forme de déséquilibre. Par exemple, toutes les femmes de base qui ont des équilibres hormonaux, le magnésium ne doit pas manquer dans le protocole des compléments alimentaires parce que c'est un des minéraux qui est le plus manquant et qui souffre le plus quand on a un déséquilibre hormonal. Donc voilà des éléments et des astuces pour vraiment réguler les niveaux d'œstrogène. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Oriane, j'espère que ça va, que c'était clair, que tu as bien pris les notes qu'il faut. Oui, c'est bon, merci. Alors, on a une très bonne question de Raphaël qui nous dit: quand on corrige le volet nutritionnel, après combien de temps en moyenne les choses peuvent se réguler et on peut vivre normalement et en se sentant bien? Combien de temps ça prend de régler tous ces petits soucis qu'on pourrait avoir? Très bonne question. Très bonne question. Et ça dépend. Voilà. Moi, je dis toujours, je ne suis pas un charlatan. Et puis, la nutrition ne règle pas tout. Okay? L'un des aspects intéressants avec la nutrition, c'est quand c'est au début. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les femmes à partir d'un certain âge à faire des bilans. Comme ça, on a le temps d'agir vite. Okay? Quand il y a déjà un problème, surtout quand il y a un problème médical, la nutrition déjà seule ne peut pas suffire. Il faut généralement associer à cela un traitement médical. Mais en plus de cela, ça va dépendre. Okay? Il faut faire un protocole. Dans la nutrition, il y a deux aspects. Il y a l'aspect correction des habitudes alimentaires de l'alimentation et il y a l'aspect thérapie nutritionnelle. Donc, quand il y a des déséquilibres, c'est clair qu'on va aller sur la thérapie nutritionnelle et en général, il faut un traitement ou alors une thérapie de minimum 12 semaines. Okay? Pour les règles douloureuses, par exemple, dans les cas que j'ai généralement en consultation, pour les règles douloureuses, je recommande minimum 12 semaines. Après, ça ne veut pas dire que il faut attendre 12 semaines pour que les douleurs baissent. Non, si on met un bon protocole, souvent dès le premier mois, on commence à voir comment les douleurs baissent. Donc, ça dépend de la problématique. Si c'est par exemple des cycles irréguliers, ça peut prendre justement 12 semaines. 12 semaines, c'est 3 mois. Ou alors, ça peut prendre un peu plus de temps. Surtout, il faut associer à cela une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Okay? Donc, je ne peux pas donner un timing fixe. Ce que je peux dire, c'est qu'en général, on fait un protocole sur minimum 12 semaines. Avant les 12 semaines, il y a déjà des résultats, mais il faut continuer le protocole sur au moins 12 semaines. Et maintenant, est-ce que tout va redevenir normal? Ça dépend de la problématique de départ, ça dépend du stade. Parce que si vous venez quand les choses sont trop avancées aussi, voilà, ça va être compliqué. Mais en gros, il faut faire un protocole sur 12 semaines et observer. Voilà. Minimum 12 semaines.
Les protocoles de moins de 12 semaines, ça ne fonctionne pas. Ok, merci beaucoup, docteur. J'espère que Raphaël, ça va, c'était clair, que vous avez bien pris des notes aussi. On arrive sur la fin de ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour les explications que tu as pu nous fournir. On est vraiment, enfin, je parle en mon nom, hein. J'espère que c'est la même chose pour les participantes qui sont avec nous aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir à t'écouter. C'était quand même des concepts assez difficiles, compliqués de médecine que tu as réussi à nous transmettre avec des images, des comparaisons pour qu'on puisse bien comprendre. Et ça, c'est pas facile à faire. Donc, merci et bravo à toi. Vraiment, c'était très instructif. Vous pouvez nous mettre aussi vos commentaires dans le chat. Elle est top comme d'hab. Ah, ouais. C'est Maria Isabelle Diop qui nous dit ça. Mélanie Si dit merci beaucoup, c'était très instructif. Merci beaucoup. Si on peut faire un résumé global, docteur, je dirais, tu me dis si je me trompe, hein, mais le rôle très important des hormones dans notre métabolisme, et pas seulement les hormones sexuelles comme oestrogène, progestérone, etc. C'est vraiment un ensemble du coup d'hormones qui fait qu'on est à l'équilibre et qu'on est bien dans son corps, etc. Maintenant, globalement, on voit quand même une grande partie des femmes, on a vu 75% des femmes qui ont des difficultés à perdre du poids, et il peut y avoir différentes causes. Et il ne faut pas s'attaquer directement sur la perte de poids et faire beaucoup d'exercices, c'est important, mais si ça ne fonctionne pas, il faut aller creuser plus loin au niveau des hormones et donc demander un bilan hormonal. Et ce bilan-là, on l'obtient en allant voir un professionnel de la santé, donc comme toi par exemple, qui est médecin, nutritionniste et spécialisé en médecine fonctionnelle, pour que tu puisses dire aux patientes du coup quelles analyses faire pour aller plus loin. Tu nous as parlé aussi du coup de l'hyperthyroïdie. Voilà, voilà ça. Hypothyroïdie. Qui touche aussi beaucoup de femmes, 8 femmes sur 10, donc ne pas hésiter à aller se faire dépister. Voilà, et tu nous as parlé aussi de la corrélation entre tout ce qui va être SOPK, endométriose, adénomiose, fibrome et l'alimentation, et tu nous as donné des tips du coup pour bien remplir nos assiettes et manger de façon équilibrée. Donc merci beaucoup docteur Claudia. C'était très instructif, on voit dans les commentaires que tout le monde a aimé. Donc maintenant, moi, je vais vous rassurer. C'est vrai que le webinaire est terminé, mais il y en aura d'autres par la suite. On discutera avec Dr Claudia pour en organiser d'autres. Si vous voulez aller plus loin, vous, dans votre cas personnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Dr Claudia. Dr Claudia qui est médecin sur la plateforme Laruche Health. Donc, pour présenter rapidement Laruche Health, donc je suis Growth Manager. C'est une application qui permet de prendre des rendez-vous en ligne, donc des consultations en ligne avec des professionnels de la santé certifiés. Et ça se fait en ligne, comme on a fait aujourd'hui, par visioconférence. Et certains cas, comme la nutrition, il n'y a pas forcément besoin de se déplacer. Le docteur peut vraiment vous prendre en charge, même à distance, et vous proposer les analyses supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Laruche Health. Donc, on va avoir le lien dans les commentaires. Je vais vous montrer comment, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Dr Claudia. Et il faut savoir que pour les femmes qui ont assisté du coup ce soir au live, Dr Claudia, elle a proposé un tarif d'accompagnement qui est préférentiel et très, très intéressant. Je vais vous en parler tout de suite. Et aussi très important, c'est que pour les femmes qui viendront la consulter, elle va mettre à disposition un manuel, c'est ça, hein, docteur? Un atelier de perte de poids, donc ce sera du coaching en groupe. Ça, l'atelier. C'est un atelier, c'est un replay. Voilà, ok. De manière plus profonde. Ok, très bien. Donc le replay, du coup, qu'elle va mettre à disposition des femmes qui prendront rendez-vous avec elle. Donc vous pourrez revoir de façon plus approfondie, du coup, les termes qu'on a abordés aujourd'hui. Vous pourrez les regarder en illimité, etc. Elle met vraiment cette ressource à disposition. Et moi, je vais vous montrer tout de suite comment, du coup, prendre rendez-vous avec Dr Claudia. Donc il y a le lien dans le chat, déjà que Aïchatou a mis, pour aller sur Laruche Health. Donc, je vais partager mon écran.
Alors, vous allez voir. OK. Donc, dites-moi quand vous voyez mon écran. Ah, j'ai un problème. Aïchatou, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager ton écran? Peut-être Docteur Claudia directement. Comme moi, j'ai un petit souci. Et je vais mettre dans le chat, du coup, le site sur lequel il faut se rendre. Donc, excusez-moi. Donc, je vais mettre dans le chat la plateforme. Donc, vous avez aussi le lien directement avec Docteur Claudia qui est affiché. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un peut partager l'écran pour moi, s'il vous plaît, sur le site? OK. Normalement, je peux maintenant. OK, c'est bon, je peux. Donc c'est le lien qui est dans le chat. Et donc, voilà, comme je disais, la plateforme, le nom, c'est Larush Health, donc pour prendre les rendez-vous en ligne. Donc, vous avez différents professionnels de la santé qui sont présents sur la plateforme et ça vous évite de vous déplacer. On sait que des fois, avec le travail, la vie de tous les jours, c'est pas facile d'aller braver les embouteillages. Puis ensuite, la salle d'attente, voir le docteur, faire les analyses, repartir à la maison. Donc, on peut compter beaucoup de temps. Et là, depuis le confort de la maison, vous pouvez échanger avec un médecin grâce à la plateforme. Tout est sécurisé et en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, c'est vraiment la santé chez vous, la santé à domicile. Et donc là, vous avez tous les professionnels de santé qui sont présents sur la plateforme. Il y en a vraiment plusieurs. On a les médecins généralistes pour les bobos de la vie de tous les jours. On a les sages-femmes. Donc, on a Michel Gonto qui est sur la plateforme, qui est une sage-femme très connue sur les réseaux sociaux. On va avoir également des naturopathes, psychologues, des gynécologues, diabétologues, endocrinologues, vraiment toutes les spécialités. Et donc, pour prendre rendez-vous avec Docteur Claudia, donc vous allez voir son nom qui est ici. Donc, c'est Docteur Mireille Abeng. Donc, vous avez son profil qui est affiché ici. Donc, Docteur Claudia qui est médecin, nutritionniste et également diététicienne. Donc, vous avez également ces spécialités qui sont écrites, mais il y en a beaucoup d'autres comme elle a pu présenter tout à l'heure. Et donc, c'est très simple pour prendre rendez-vous avec Docteur Claudia. Vous avez juste à choisir votre consultation. Donc, pour une consultation avec Docteur Claudia, c'est 10 000 francs. Et elle propose un package suivi nutrition qui est à 38 000. Donc, il y a une petite erreur. Est-ce qu'on va le corriger? C'est 38 000 pour ce package exclusif. Normalement, elle le fait à 65 000. Mais parce que du coup, vous avez suivi le webinaire ce soir, elle le fait à 38 000. Et il faut savoir que dedans, vous avez le droit à une séance de diagnostic. Vous avez le droit également à un plan nutritionnel personnalisé pour vous et 2 séances de suivi, 2 consultations. Donc en tout, ça fait 4 consultations avec Docteur Claudia pour vraiment avoir un bon suivi pour votre perte de poids ou quel que soit du coup le dérèglement hormonal ou autre que vous voulez traiter avec Docteur Claudia. Donc c'est vraiment un tarif exceptionnel. Ça, 4 séances, ça revient à moins de 10 000 la séance. Donc elle a vraiment fait l'effort de réduire ses tarifs pour pouvoir donner l'accès à de plus en plus de femmes à ces services. Donc, il vous suffit vraiment d'aller sur le site Larush Health, donc qui est dans le chat, et on vous l'enverra aussi par WhatsApp, vous allez recevoir. Et vous allez chercher Docteur Mireille Abeng, Docteur Claudia. Et d'ici, du coup, vous pouvez prendre soit une consultation à 10 000 francs, vous pouvez aussi prendre juste une seule consultation, ou le package suivi nutrition à 38 000 francs, qui lui, comme je disais, va avoir le diagnostic, le plan de nutrition et 2 sessions de suivi avec Docteur Claudia. Voilà, okay. J'espère que tout était clair. Ok, oui, juste pour préciser que c'est le bilan, pas la session, c'est le bilan nutritionnel dont je parlais, dont j'ai beaucoup parlé tout à l'heure. 2 séances justement de consultation avec moi et un plan nutritionnel. Ok, voilà. Voilà, c'est tout ce que Claudia vient de dire. Et l'atelier sur les hormones, l'atelier de formation sur les hormones. Et l'atelier. Ok, donc on a vraiment le droit à la totale. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour le live, pour ta disponibilité.
Merci pour le travail que tu fais. Je sais que tu fais beaucoup de sensibilisation. N'hésitez pas à aller suivre Dr Claudia sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Elle est très active. Elle fait souvent des lives. Donc, cherchez Dr Claudia Abeng sur Facebook. Sur Instagram, c'est Dr Claudia Nutrition, c'est ça? Oui, c'est nutrition. Je suis plus sur Facebook, Dr Claudia. Ok, donc vous pouvez chercher sur les... YouTube aussi. Et YouTube, une chaîne YouTube aussi. Donc Dr Claudia, très active. Avec le même nom. Même nom. Ok, très bien. Merci beaucoup, merci docteur, merci à toutes d'avoir participé à ce webinaire. On est en fin de journée, on est en semaine et vous avez pris le temps d'être avec nous. Donc merci beaucoup, merci pour les interactions dans le chat. Vraiment, vous avez été dynamique, vivante, vous avez posé vos questions et ça donne du sens à ce qu'on est en train d'organiser ce soir. Donc ça donne envie d'en faire d'autres, d'aborder d'autres sujets de la nutrition. Il y a d'autres volets aussi qu'on pourra aborder. Donc, on se dit à bientôt. Je laisse le mot de la fin à Dr Claudia. Ok, en tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et si vous avez été là, mettez juste 4 en commentaire pour dire que ça a été bien, pour dire que vous avez pu avoir des réponses. Et surtout, pour celles qui vont venir en consultation, on va pouvoir aller plus en profondeur. Donc, merci d'avoir été là. Et si je veux dire quelque chose, c'est juste de prendre soin de votre santé. Pour celles qui n'ont pas vraiment de déséquilibre visible, c'est important de faire les choses tôt, de ne pas attendre la maladie, de ne pas attendre que ça s'aggrave avant d'agir. Et pour celles qui ont déjà des déséquilibres, sachez que votre assiette peut vraiment vous aider à pouvoir aller mieux. Donc, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et j'espère à très, très, très bientôt. Et voilà, celles qui seront en consultation, à bientôt. Merci beaucoup, docteur. Prenez soin de vous, de votre santé. Vous avez entendu, mesdames. À bientôt et bonne semaine. On est à la moitié seulement. Au revoir. Au revoir, merci.